Salut et bienvenue pour un top 15 perso qui a été décidé assez directement, assez rapidement, vu que ce mois de février, je vais pas vraiment faire de vidéos centrées sur les couples, les relations amoureuses, tout ça, alors que c'est le mois de l'amour. Donc, tant qu'à faire, autant faire ce top 15 basé là-dessus, centré là-dessus. Donc, top 15 des meilleurs couples, à mon sens personnel. Ça a coulé de source. Et sinon, je tiens à dire, je suis toujours célibataire et ça a tendance à me frustrer un petit peu, mais ça m'empêche pas une seule seconde de savoir apprécier des bons couples bien faits. J'aime les bonnes histoires d'amour, un peu romanesques dans les fictions, et c'est quelque chose qui marche très bien. Hein. Ça, si vous réussissez ça, vous pouvez facilement m'émouvoir avec ce genre de truc. Donc, ça, c'est quelque chose qui passe bien. Hein. Les histoires romantiques, si elles sont bien faites et si elles s'incrustent dans quelque chose d'un peu plus, ça peut être quelque chose de très bon. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup de couples Disney. Et juste un petit mot là-dessus, je parle du top 15 de mes couples préférés hors Disney. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas compter les couples des films Disney. Pour ça, parce que c'est clair et net que dans le top 10 que j'ai fait, qui est toujours de rigueur, hein, c'est toujours celui-là, hein, peut-être le numéro 10 changerait légèrement, mais sinon c'est le même top 10 qui n'a pas changé, et ben les 4 premiers seraient clairement dans mon top 15 si je comptais les films Disney animés, hein, clairement. Donc je les compte pas, histoire d'avoir un peu plus de nouveautés, histoire d'avoir un top 15 vraiment inédit. Donc quelques petites surprises qui vous parleront. Bon, certains dont j'ai parlé un petit peu à une ou deux reprises, mais globalement, ça sera des grandes découvertes pour vous, je pense. Le plus compliqué avec ce top 15, ça n'a pas trop été de faire la liste des 15 couples qui m'ont le plus marqué. Ça s'est fait relativement vite. Mais ça a surtout été de les ranger dans un certain ordre, parce que c'était très difficile de dire quels étaient les couples qui me parlaient le plus. Et je vous cache pas qu'il y a certains trucs qui étaient presque arbitraires dans mon choix, parce que voilà, il y a pas mal de couples qui sont abordés d'une certaine façon un peu différente. Ça a été peut-être vaguement plus efficace pour moi sur le coup, mais dans certaines autres circonstances, certains couples me parleraient moins que d'autres, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Dites-vous juste que, ouais, le top 7-8, c'est presque interchangeable, ça se joue à 3 fois rien, quoi. Hein. Donc, ça a été très difficile de faire un ordre. Et ce que j'ai fait, au bout du compte, j'espère que ça satisfera, mais ouais, c'était très difficile. Hein. Il fallait faire un choix. Et j'ai pas grand chose de plus à dire en avant pour mon top 15 perso des meilleurs couples affectifs. Numéro 15, Toya et Yukito dans Sakura chasseuse de cartes, ou si vous préférez Thomas et Mathieu. Je suis tellement habitué à la veuve de ce truc, et donc au nom bien franchouillard du truc. C'est assez marrant. Alors qu'on a gardé Sakura, hein. Par contre, tous les autres noms, on les a francisés. C'est le petit truc, ça change pas grand chose, hein. La VF reste très bonne, mais c'est juste le petit délire qui me fait un peu marrer. En tout cas, Toya et Yukito, donc le premier couple gay de ce classement, vous en aurez quelques-uns, hein. Ça représentera pas la majorité non plus, faut pas exagérer, mais il faut savoir par rapport à cette série, que lorsque je l'ai découverte, c'était dans la période où j'étais encore jeune, et pour moi, l'homosexualité, c'était pas vraiment quelque chose de très sérieux. Voilà, désolé, hein, mais on a tous une phase comme ça, quoi. Je suis quelqu'un de foncièrement hétérosexuel, et dans les médias, l'homosexualité a jamais été vraiment bien représentée, en tout cas à mon époque, comme quelque chose de super sérieux. C'était souvent un prétexte au gag, avec donc les drag queens, ou lorsque on montrait que deux hommes se rapprochaient de façon un petit peu bizarre pour eux, c'était la comédie, tout ça. Très souvent, c'était traité en gag, et c'était jamais vraiment mis en avant de façon positive, l'homosexualité. Donc ouais, j'avais du mal à vraiment prendre ça au sérieux via les médias que je suivais. Hein, et c'est pas que mes parents étaient homophobes ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas non plus un sujet dont on parlait réellement, quoi. Donc voilà, mon éducation par rapport à l'homosexualité, c'est un petit peu faite à mes débuts via les médias que j'ai suivis. Et il a fallu que je tombe à un moment donné sur des médias qui dépeignent ça de façon satisfaisante, sérieuse et respectueuse, pour que j'arrive à comprendre que c'est pas juste
une espèce de petite lubie comme ça, et que ça peut être tout aussi sérieux et véritable qu'un amour entre un homme et une femme. Et voilà, il y a 2 séries qui ont lancé ça. Donc la première, je vais en parler un peu plus loin dans ce classement. Et cette série-là, Sakura chasseuse de cartes, où c'était plutôt fin, mais pas non plus trop fin pour que j'arrive à comprendre ça. La relation entre le frère de Sakura et son meilleur ami, où on sent qu'il y a quelque chose entre eux, ils osent pas se le dire, mais il y a clairement une relation, une attirance qui est plus qu'amicale là-dedans. Et même quand j'étais jeune, j'avais compris. Même là, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans. Et je trouve que c'était super bien fichu tout le long de la série, surtout dans la saison 2, où il y a vraiment cette espèce de besoin de communiquer qui est reporté à plusieurs moments, mais où Toya est prêt à se sacrifier pour Yukito, parce qu'on sent qu'il perd de plus en plus en force. Il y a quelque chose de très bon là-dedans, dans la finesse, la subtilité avec laquelle c'est montré. Et la seule raison pour laquelle c'est pas un peu plus haut placé, personnellement, c'est le fait que, ouais, il n'y a pas vraiment de concrétisation réelle, totale, et que ce soit pas grandement poursuivi. Cela dit, d'après ce que quelqu'un m'a dit en commentaire, il existe une série qui fait suite à Sakura chasseuse de cartes, enfin, et un de ces 4, faudra que j'y jette un œil, parce que voilà, Sakura chasseuse de cartes, c'est un de mes animés préférés, et j'espère voir un peu une suite depuis pas mal de temps, donc il faudra que j'y jette un œil, ça promet, j'espère que ce sera bon ce truc-là. Numéro 14, Mashiro et Azuki dans Bakuman, un manga qui, d'après ce que j'ai suivi, a eu une adaptation complète en animé, ça va jusqu'à la fin, donc normalement vous avez dû suivre la même chose si vous avez seulement suivi l'animé. Moi, je suis le manga. Voilà, et ouais, j'adore ce couple. Alors, on se situe dans un univers totalement réaliste. Hein, où deux jeunes gens essayent de devenir mangaka, et il y a un vœu qui se fait dès le début par rapport à la pureté de 2 de nos personnages, c'est-à-dire un de nos protagonistes et son amoureuse, où ils sont prêts à s'épouser et à avoir une relation que quand ils auront atteint leur rêve, c'est-à-dire que l'un publie un manga à succès qui soit adapté en animé, et que la fille double un personnage de cet animé, comme ça il y aurait quelque chose de fort dans leur consécration respective, la boucle serait bouclée et ils pourraient enfin être ensemble à cause de ça. C'est très mignon, la façon dont ils considèrent ça comme une romance pure, quelque chose d'assez drôle et touchant en même temps. Ça le fait très bien, et j'adore la consécration de fin où vraiment ils doivent batailler jusqu'au bout pour arriver à ce rêve. Ouh, ça se fait pas comme ça, même quand ça a l'air bien parti pour que l'animé soit sorti, et ben non, ça va pas se faire comme ça, il faut qu'elle bataille, Azuki, pour pouvoir doubler ce personnage avec tout ce que leur relation assez particulière, très en réalité implique par rapport au regard des gens. Ça dépend bien le milieu du manga et du doublage, je trouve, enfin, il me semble, là je suis pas un spécialiste, et les réactions que les gens peuvent avoir par rapport à certaines comédiennes de doublage un peu fétiches, c'est très bien foutu, très bien rendu, je trouve. Et voilà, ce couple est ultra mignon jusqu'à la fin, et il me touche beaucoup. Numéro 13, Clark Kent et Lois Lane. Alors il y a eu des tas et des tas d'adaptations de ce couple, donc je vais surtout me centrer sur l'adaptation animée par Bruce Timm et son équipe. Qui pour moi est la meilleure représentation de Superman que j'ai vu sur écran. J'ai pas lu tous les comics, je suis sûr qu'il y a des comics qui sont géniaux à ce niveau-là aussi. Et pour moi, ouais, je trouve que le couple est parfaitement réussi. Une autre représentation que j'aime bien, c'est Lois et Clark, les aventures de Superman. Là aussi, je trouve que ça passe très bien. Terry Hatcher et j'ai oublié son nom. L'acteur qui joue Superman là-dedans font très bien passer la chose aussi. Mais vraiment, ceux qui passent le plus, c'est la version animée que je trouve super jolie à voir. Surtout Lois, qui a vraiment cette personnalité assez acerbe, très je me jette dans l'aventure, dans le scoop, mais qui arrive à être touché par ce personnage et un petit peu la pureté qu'il affiche, quoi. Cette espèce d'héroïsme pur et fort et brave qu'il affiche, comment elle se fait avoir par ça, comment elle arrive à être émue, attirée par ça. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, quand on voit ce personnage assez cynique, qui perd ce cynisme en découvrant ce modèle, quoi, ce qu'il représente. Il y a quelque chose d'un peu similaire à, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à Hercule et Mégara dans le film Disney. Parce qu'à nouveau, on sent clairement que Hercule
et essaye de recopier Superman sur pas mal de points, et là aussi on sent un petit peu ça, ce côté femme cynique qui a sa personnalité, mais qui arrive à être touchée malgré tout par la bonté, la pureté un peu de notre héros. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, qui me plaît beaucoup. Parce que là, on peut arriver à être touché par ça sans perdre son côté un peu cynique, et c'est vraiment le cas de Lois Lane. Je trouve que ça passe nickel, ça. Et ouais, il y a ce côté toujours sympathique, je trouve, dans ce genre de cadre de couple de super-héros où la femme est amoureuse d'une certaine représentation de notre personnage, la représentation super-héroïque, mais a du mal à capter la représentation normale du personnage, ce qu'il est vraiment. Il est plus Clark Kent que Superman, notre héros, hein, techniquement. Ça le représente plus. Et voilà, c'est très joli, très bien rendu, et pour moi c'est l'une des meilleures relations de comics que j'ai pu voir. Et elle mérite d'être dans ce top 15 personnellement. Numéro 12, Jon Snow et Ygritte. Ah, Game of Thrones. Alors ça c'est quelque chose que je me suis vu récemment. Et ouais, j'ai apprécié énormément de choses dans cette série. Hein. Je comprends aisément pourquoi autant de gens l'ont à la bonne. Hein. Il y a énormément de points qui sont faits avec brio là-dedans. La première étant pour moi le souci de relation entre personnages qui est bien développé, bien affiché pour énormément de duos de personnages. Et l'une de ses meilleures relations, c'est celle entre Ygritte et Jon Snow, qui se découvrent un petit peu alors qu'ils appartiennent à deux camps différents. Ils seront obligés d'être ensemble, de bourlinguer ensemble, et apprendront à s'influencer l'un l'autre. Dans ce climat très sombre, très impitoyable, où il faut faire gaffe à ce que personne ne nous plante un couteau dans le dos à longueur de temps. Là, ils finissent au fur et à mesure de leurs interactions par se rapprocher et à trouver une relation de confiance forte, d'intimité vraiment touchante là-dedans, qui est vachement prenante. Et la façon dont ça se termine, c'est le truc qui m'a presque fait chialer. Le seul truc qui m'a presque fait chialer dans cette série. Hein. Cette série est très bien foutue une fois de plus. En termes d'émotion pure, ça n'a jamais personnellement atteint un point où j'ai chialé à chaudes larmes. Mais le plus proche, c'était ce moment final de leur relation qui était... C'était fort, vraiment très fort. Donc ouais, je ne peux pas ne pas le compter, ce couple, même si je l'ai découvert récemment, parce qu'il a beaucoup de force. Au sein de cet univers, il est très bien rendu, très bien incorporé. Et l'alchimie entre les deux personnages, les deux acteurs, se ressent tellement. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fini ensemble, parce que vraiment l'alchimie qui montrait était saisissante. C'est beaucoup mieux que le couple entre Jon Snow et Daenerys, ça c'est sûr. Numéro 11, Blaine et Kurt de Glee. Ah, Glee. C'est pas vraiment ce que j'appellerais une série extraordinaire, hein, assez loin même. Mais bon, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Peut-être ça vient en grande partie du fait que j'aime le côté comédie musicale. Je suis plutôt fan du genre, hein, tant que les musiques sont bien faites. Donc, ouais, j'ai un peu suivi cette série en grande partie pour ça. Parce qu'il y avait ce détail-là. Et je vous cache pas que cette série est frustrante. Assez inégale, je dirais. Dans le sens où, des fois, ça peut faire du bon commentaire social. Avec de bons messages, je trouve. Et des fois, ça peut faire de la connerie débilitante. À un stade, wow, mais vous foutez de ma gueule. Il y a cette alternance entre le bien sincère et le nul affligeant qui s'instaure. C'est assez dingue, hein. Enfin bon, je me souviens quand même des bons points qu'il y a dans cette série, parce qu'il y en a. Et le meilleur point pour moi, c'est clairement ce couple. Kurt est un peu une représentation un peu trop stéréotype et féminé de l'homosexualité. Donc au début, je vous cache pas que ça me dérangeait un chouïa, mais on a su contrebalancer ça avec Blaine, qui est apparu dans la saison 2, qui a su représenter plus un côté normal des homosexuels, c'est-à-dire que oui, il n'avait pas ce côté féminé un tout petit peu appuyé qu'avec Kurt, et ça a su vraiment, je trouve, bien équilibrer le personnage, le faire évoluer, et leur rencontre, la façon dont leur couple évolue, les attentions qu'ils ont l'un pour l'autre, moi j'ai trouvé ça très très joli. Vraiment, ce que Blaine est prêt à faire pour l'amour de sa vie à certains moments, pour fêter certaines choses, moi j'ai trouvé que ça allait très loin, et ça montre vraiment la force de cette relation. Et ouais, quoi, c'est un couple
personnellement très touchant au sein de cette série, même si bon, il y a beaucoup d'autres trucs qui sont à dire. Vraiment, je vais clairement pas mettre Glee parmi les plus grandes séries qui soient. Mais cette relation au sein même de cette série est très bonne, si on ne compte pas la dernière saison. On va pas trop penser à la dernière saison, hein. Ça n'existe pas trop, hein, ok. Numéro 10, Mathilde et Manec dans un long dimanche de fiançailles. Mon film préféré de Jean-Pierre Jeunet de loin. J'adore ce film, vraiment. Je suis pas autant emballé par ses autres films, et d'ailleurs j'ai parlé il y a quelques temps du fabuleux destin d'Amélie Poulain que j'aime vraiment pas plus que ça, hein. Je trouve vraiment totalement surestimé ce film, mais vraiment un long dimanche de fiançailles, ça a su me toucher émotionnellement à un très grand niveau, et en grande partie pour ce couple, notamment Mathilde qui est prête à faire tout son possible pour retrouver son amoureux. Elle a cette espèce de sensation qu'il est encore là dans ce contexte de Première Guerre mondiale où tout semble porter à croire qu'il est mort au front, mais elle veut pas y croire jusqu'au bout. Elle est prête à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour arriver à trouver sa trace, à faire une enquête la plus poussée possible. On ressent cet espoir de retrouver son amoureux là-dedans qui est vraiment fort. Déjà aussi, Manek, lorsqu'on le voit lors de sa phase soldat dans la Première Guerre mondiale dans les tranchées, on voit qu'il est prêt à faire des choses assez graves pour pouvoir retourner auprès des siens, mais bon, ça marchera pas, c'est l'horreur de la guerre, tout ça. Et voilà, ce contexte est super bien employé pour montrer l'amour entre deux personnes, et ça me touche énormément, et c'est quelque chose qui est vachement bien rendu là-dedans. S'il y a un truc qui cimente ce film, en plus de tas d'autres choses, il y a beaucoup de détails qui sont très bien réussis dans ce film, c'est cette relation amoureuse forte, quoi. C'est cet espoir de revoir son âme sœur qui est affiché de bout en bout, et ça en fait un couple, à mon sens, particulièrement marquant et touchant. Numéro 9, Lucie et Henri dans Amour et Amnésie. Pas fan d'Adam Sandler comme beaucoup de gens, je trouve pas qu'il ait fait beaucoup de grands films. Honnêtement, le seul que je qualifierais de vraiment bon dans sa filmographie, c'est celui-là. Enfin, parmi tous ceux que j'ai vus, j'ai pas vu tous les films d'Adam Sandler. Dieu m'en garde, si j'ose dire. Mais ouais, ce film-là m'a grandement touché en très grande partie grâce à son couple central, où notre héros vraiment en place pour cette héroïne, et ça commence comme une romance classique de comédie romantique américaine, hein, comme on en voit des tas, mais on finit par découvrir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que Lucie a un gros problème d'amnésie à court terme. Chaque jour, ses souvenirs de ce qu'elle a vécu disparaissent, et donc il y a une dynamique qui se crée avec notre héros qui est vraiment amoureux d'elle, qui veut la conquérir, mais dans le sens noble du terme, hein, pas comme si c'était un trophée ou quoi que ce soit, et qui doit trouver de nouvelles façons de l'approcher. Déjà c'est très joli dans la mise en scène, même si bon, il y a deux petits trucs qui sont un peu gênants par rapport à un certain personnage secondaire qui est un peu lourdeau. Bon, on sent qu'il y a quand même quelques ficelles d'Adam Sandler qui sont impossibles à ne pas voir. En tout cas, voilà, il y a cette approche de la part de notre héros pour aider notre héroïne à vivre avec sa condition qui est atroce à vivre pour elle comme pour ses proches, qui est vachement fort. Et il y a vraiment des tonnes de choses qui se créent au fur et à mesure pour essayer de faire avancer ça, faire évoluer la situation sous cette condition qui ne peut pas être guérie, qui est pour moi assez jolie, surtout à la toute fin. Je vais pas dire ce qui se passe à la toute fin, mais ça m'a déchiré le cœur, la façon dont ça se résout. La façon dont c'est montré, parce que voilà, il faut pas oublier que la personne qui en pâtit le plus, même si elle n'en a pas conscience, c'est l'héroïne de cette condition-là. Et on termine en montrant ce qui se passe, la conclusion de fin, du point de vue de l'héroïne, et c'est rien que cette conclusion sur notre couple ne pouvait que faire en sorte que je mette ce couple dans Stop, clairement. Et ouais, c'était vachement touchant ça, et une excellente conclusion à un couple qui honnêtement était très joli du début à la fin. Même si ça semblait être très classique au début, ça a su tourner quelque chose de très classique en quelque chose de vraiment touchant. Et ouais, c'est l'un des rares films d'Adam Sandler où je trouve que les problèmes habituels qu'il a sont assez anodins par rapport à ce que ça réussit. Et
Ouh, ça vaut quelque chose, ça vaut quelque chose. Numéro 8, Ganta et Shiro dans Deadman Wonderland. Alors, peut-être que vous avez seulement suivi l'animé Deadman Wonderland et à ce moment-là, ouais, ils sont mignons, mais c'est pas non plus ultra folichon, je trouve. Je veux dire, ça va très bien, hein, ils passent très bien en tant que couple, mais ce qui marche le plus, c'est le fait qu'on a l'histoire complète dans le manga, avec la conclusion, avec le passé de cette fille, comment ça se fait qu'elle se trouve dans cette position-là, quelles relations ils ont nouées au fur et à mesure dans leur vie. Tout ça est mis vraiment dans le détail, dans la seconde moitié, qui est donc racontée en manga et pas dans le film, et qui est vraiment saisissante. Alors c'est vraiment difficile de vous en parler sans spoiler, mais disons que la tragédie de la chose vous prend aux tripes à un niveau assez élevé. Là aussi c'est un couple que j'ai découvert récemment, très récemment, puisque ce manga, je l'ai acheté il y a quoi, 6-7 mois, donc hey, ça date d'il n'y a pas longtemps, mais vraiment j'ai été vraiment touché par la tragédie du passé de ces personnages, comment ça se met en place, comment ça doit se résoudre, cette espèce de fatalité dans leur relation qui ne peut pas être aussi belle qu'elle le devrait, parce que voilà, ils sont nés sous des circonstances qui leur a pas permis ça, et waouh, je veux dire, la fin, quand on découvre tout ce passé, le fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, je vous jure, ça vous arrache le cœur un petit peu, quoi. Et c'est pour ça que ce couple passe nickel, parce que en dépit de leur personnalité qui sont assez jolies, je veux dire, il y a un côté très gamine de la part de Shiro qui est assez mignon dans la façon dont elle aborde sa relation avec Ganta. Il y a des personnalités qui se rencontrent qui sont très jolies ensemble. En plus de ça, il y a tout le contexte qui est très bien rendu dans sa tragédie et ça en fait un couple vraiment mémorable et vraiment fort pour moi. Numéro 7, Kei et Tae dans Gantz. Et oui, vous l'aurez remarqué, il y a pas mal de couples d'animés et de mangas dans ma liste. Hein. Voilà, je suis beaucoup d'animés et de mangas et c'est un petit peu un de mes trucs. Et un truc que réussissent pas mal d'animés et de mangas par rapport à beaucoup de séries américaine, c'est le fait de savoir instaurer des relations sur la durée. Alors, problème de pas mal d'animés et de mangas à côté aussi, c'est le fait de ne pas savoir les concrétiser de façon forcément satisfaisante à la fin. Il y a beaucoup de mangas et d'animés comme ça où le couple tourne autour du pot, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée petit à petit, donc c'est assez fort, mais ils ont même pas leur petit bisou, quoi. Il y a même pas cette espèce de concrétisation pour dire tiens, on sort ensemble, on est ensemble maintenant. Il y en a encore beaucoup qui font ça, mais il y en a une assez grande portion qui se contente de faire se tourner les deux personnages entre eux, et c'est un peu frustrant. Donc voilà, cela c'est un peu dommage, mais je préfère encore cette approche-là à l'approche qu'ont les séries américaines, personnellement, de faire en sorte que les couples se casent assez vite, et étant donné qu'il faut qu'il y ait du changement régulier, on va faire en sorte que les couples se cassent. Voilà, ils se cassent, puis ils se cassent. Et après s'être cassé, étant donné qu'on doit encore faire évoluer nos personnages, bah, ils vont finir par se caser avec d'autres personnages, la vie évolue pour eux d'une certaine façon, tout ça. Ça arrive souvent, ce qui fait que ouais, ça rend pas très impactant la force de ces relations-là, si au bout du compte elles sont pas gardées dans la durée. Et qu'on montre au bout du compte que ça peut pas trop marcher pour diverses raisons, parce que les scénaristes voulaient pas. Hein. Soit c'est du gros drame, soit il y a une espèce de lassitude qui se forme, un truc comme ça. Enfin bon, il y a toujours ce genre de truc dans les séries américaines, lorsqu'elles durent un petit peu de temps. C'est pour ça que ouais, mieux vaut que les séries américaines ne durent pas trop longtemps, comme ça certaines relations amoureuses sont plus satisfaisantes. En tout cas, ouais, dans pas mal de mangas et d'animés, les relations vraiment sont étalées sur toute la durée, et lorsqu'elles ont leur concrétisation, et ben ça peut être très bon. Et il y a certains mangas qui prennent un peu ça contre-pied et qui essayent d'être un petit peu plus réalistes entre guillemets dans leur représentation du monde. C'est un petit peu difficile de dire réaliste pour Gantz parce qu'il y a pas mal de choses à dire personnellement, mais voilà, il y a un truc qui est très bien foutu là-dedans.
dans ce manga, en dépit du fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, que c'est un de mes plus gros plaisirs coupables au monde. J'oserais pas dire, malgré les trucs que j'adore dans ce manga, que c'est bien fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont très discutables. Mais il y a un truc qui est très bien rendu, très bien fichu, c'est la relation centrale entre notre héros et le personnage de Tae. Tae qui est donc une toute petite fille toute menue qui signifie rien au départ. D'ailleurs au début il doit sortir avec elle parce que c'est un pari qu'il a fait, qu'il a perdu. C'est ça le truc. Et donc au début cette relation se fait sans la moindre envie, sans la moindre quelconque profondeur ou quoi que ce soit. C'est juste un pari comme ça, quoi. C'est juste la fille achetée pour lui. Mais il y a certaines circonstances qui viendront s'instaurer, qui les feront se rapprocher. Et au fur et à mesure que leur relation se nourra, il se rendra compte que cette fille représente tout pour lui. C'est sa lueur d'espoir, celle qui fait que sa vie a un sens. Et c'est très joli par rapport à ça, ces deux personnages vraiment attachés et qui grandissent vraiment de la présence de l'autre. Vraiment, Tae gagne en assurance, en beauté même, j'oserais dire, parce qu'au début, elle a l'air assez fade, mais elle gagne vraiment en beauté. Elle devient beaucoup plus radieuse au fur et à mesure de sa relation avec Kei, tandis que Kei gagne vraiment en bonheur, en vrai bonheur, parce qu'au début, il recherchait vraiment des relations assez faciles avec des filles qui sont super canons, quoi. Vraiment, le début autour de Kei, c'est juste, toi, il y a une fille canon, j'ai un petit peu envie de me la faire, hein. Même son espèce de désir d'une autre fille qui était instauré en début de manga, qui a duré un certain temps, on sentait assez vite que c'était pas non plus quelque chose de très recherché, quoi. Il avait juste envie d'être avec elle parce qu'elle était jolie. Alors que voilà, Tae n'est pas le grand modèle de beauté que sont la quasi-totalité des autres femmes qui sont montrées dans ce manga. Ah oui, non, les autres femmes sont des belles beautés au sein bien volumineux, tout ça. Et elle représente plus la fille lambda physiquement. Et ouais, c'est là qu'on sent quand même le côté évolution du personnage lorsqu'il se rend compte que ouais, c'est pas juste une belle beauté avec qui coucher qui est recherché, c'était une fille qui représente beaucoup de choses pour lui, avec laquelle il pourrait s'attacher, et qui serait douce en fait. Et il y a quelque chose de vraiment très joli dans cette relation qui se forme lorsque Kei découvre de plus en plus qu'elle représente tout pour lui et qu'il serait prêt à absolument tout pour elle. C'est très bon, vraiment. Cette relation est ce qui marche le plus dans ce manga pour moi. Et ce qui fait que je peux pas dire que ça peut jamais être un petit peu subtil dans sa façon de représenter ses personnages, même si ça n'est pas très souvent en dehors de ça. Numéro 6, Nodame Shinichi dans Nodame Cantabile. J'en ai parlé de cet animé, il me semble aussi que c'est un manga. Là j'ai suivi l'animé. Et donc je parle par rapport à l'animé et c'est quelque chose qui marche très bien, dans le sens où on a vraiment deux personnalités très aux antipodes l'une de l'autre, où il y en a une vraiment très joyeuse, très enfantine, assez puérile dans sa mentalité, et l'autre qui est vraiment super sérieux, qui a de grands objectifs, de grands rêves, et cette espèce de relation qui va se nouer, qui prendra un peu le temps, puisque voilà, on passera vraiment du temps sur eux, leur évolution au sein du monde de la musique, et leur relation, c'est vraiment très bon, c'est vraiment très bon. Et oui, j'en ai parlé un petit peu avant, la fin me frustre un petit peu autour de ça, mais ça change rien au fait que cette relation est très... Et à la fois très drôle, parce que voilà, il y a ce contraste entre les deux personnalités, et très joli dans le sens où Shinichi, petit à petit, commence à s'ouvrir à s'attacher à cette fille. Alors que bon, elle tombe assez vite amoureuse de lui de façon assez à nouveau enfantine, parce que voilà, elle est du genre plus légère que lui. Il y a ce côté qui se crée où il y en a une qui apprend à être un tout petit peu plus patiente et l'autre qui apprend à s'attacher un petit peu à cette fille par rapport à autre chose que ses capacités, ses qualités de musicienne. Leurs échanges arrivent à être souvent très drôles, et étant donné que vraiment la grosse majorité de la série se centre vraiment seulement sur ces deux-là, vraiment c'est toujours ces deux-là qui sont au centre des choses à quelques détails près, c'est assez fort pour moi d'arriver à les rendre toujours aussi frais en 3 saisons. Vraiment, hein, en gros, ça fait 3 saisons qui représentent quelque chose comme 48 épisodes, 46-48 épisodes. Donc voilà, sur
toute une série qui dure autant de temps, passer tout ce temps sur les deux mêmes personnages et arriver à rendre leurs interactions toujours aussi fraîches du début à la fin, moi je trouve que c'est assez fort et ça rend ce couple vraiment mémorable personnellement. Numéro 5, Superboy Miss Martian de Young Justice. J'adore cette série, ma série préférée, vraiment, de tous les temps. De ce que j'en ai vu pour l'instant. Peut-être que la saison 4 sera à chier et ça me fera reconsidérer ça, mais pour l'instant j'adore cette série. Et j'aime principalement la façon de dépeindre les personnages, une fois de plus. La force d'une grande œuvre narrative en ce qui me concerne, c'est arriver à rendre les personnages particulièrement attachants et prenants à suivre. Et c'est le cas en grande partie avec Miss Martian et Superboy, qui, pour moi, ont un passé assez intéressant à suivre. Superboy, il a vraiment ce problème d'identité par rapport à ses origines, parce que c'est une arme créée à la base, quoi, et donc il doit se trouver une place par rapport à ça, alors que Miss Martian, sans vouloir trop en dévoiler, a ce passé assez lourd aussi pour elle par rapport à sa race, ce qu'elle représente, qui arrange un petit peu, quoi. Il se retrouve un petit peu là-dedans aussi, ces deux-là, dans leur considération, et le fait d'apprendre à juger une personne, pas par rapport à d'où elle vient et de quoi elle a l'air, et par rapport à ce qui elle est vraiment à l'intérieur, qui se met en place. Et là, c'est seulement la première saison. La seconde saison, il y a quelque chose de très bien fichu dans le développement de la mentalité de nos personnages. Et ensuite, on a suivi la saison 3 où c'était assez direct. Leurs relations étaient figées, là, classées. C'est pas pour rien qu'à partir de la saison 3, on essaye de se centrer sur d'autres personnages. C'est normal parce que les développements de personnages des premières saisons sont un petit peu moins frais. Je trouve que leur relation est très bien gérée, de bout en bout dans cette série. Leurs premières impressions, les moments clés où ils se rapprochent petit à petit, ce moment où ils se séparent qui est vachement bien expliqué. Parce que voilà, on m'a dit à un moment donné que c'est normal des fois que les personnages régressent, c'est en parallèle avec la vraie vie, parce que nous en vraie vie aussi des gens peuvent régresser, mais un truc par rapport à ça, quand des personnages doivent régresser dans une histoire fictive, il faut bien l'expliquer, il faut l'amener. Il faut donner une raison à pourquoi il régresse. Sinon, si on est juste censé deviner, ah tiens, il régresse parce que c'est la vie comme ça, c'est un petit peu facile, c'est de la merde comme explication. On suit toujours des histoires fictives, je rappelle, pas juste des trucs qui sont censés refléter avec parfaite exactitude la vie réelle, mon cul. C'est pas ce genre d'œuvre dont je parle en règle générale. C'est souvent des œuvres avec des super pouvoirs, des contes de fées, ce genre de trucs. Enfin bon, voilà, c'est histoire de dire. En tout cas, voilà, c'est très bien géré, très bien exploité ce couple et vraiment il passe nickel. Comme jeune couple qui se forme jusqu'à un couple qui s'est vraiment planté dans la saison 3, je trouve qu'ils ont très bien rendu les différentes étapes de ce rapprochement et en quoi ils se retrouvent ces deux-là. Numéro 4, Jack et Rose dans Titanic. Je me suis un petit peu étendu sur ce couple lorsque j'ai fait ma critique du film, donc je vais faire ça assez vite. À nouveau, il y a le côté deux personnes de milieux différents qui se rencontrent, donc il y a ce petit clash des cultures qui se ressent un petit peu, mais c'est pas mal fait. Je trouve que c'est pas si mal fait que ça, mais je trouve que vraiment la force dans ce couple-là, c'est de les représenter comme deux artistes. Deux artistes qui se rencontrent, l'un qui s'est vraiment épanoui et l'autre qui n'a pas eu un milieu dans lequel elle a pu s'épanouir, et ils se retrouvent tellement avec leur vision du monde que leur relation, même si elle est rapide, elle fait totalement légitime pour moi. Et ouais, il y a quelque chose de très fort dans cette relation qui se noue au sein du film. Et bien entendu, ce qui me fait placer ça aussi haut, c'est surtout la façon tragique dont ça se termine, qui me tire toujours une larme. Je ne l'ai pas. Ça me touche beaucoup, mais voilà, j'en ai déjà parlé dans ma critique. Très très bon couple qui porte à merveille le film pour moi. Numéro 3, Tidus et Yuna dans Final Fantasy X. Mon couple préféré des jeux Final Fantasy. J'ai pas souvent parlé de Final Fantasy X alors que c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer, vraiment. Il y a quelques soucis assez importants en termes de scénario, je trouve, pour être vraiment placé parmi mes 15 jeux préférés de tous les temps, s'il y en a qui se souviennent de mon top 15, mais j'apprécie énormément de choses dans ce jeu, en particulier le système de combat que j'adore, et ce couple que je trouve super trognon. Sérieusement, il y a ce côté jeune qui découvre un petit peu la vie, qui sont pris dans toutes ces merdes
alors que bon, ils n'ont pas eu le temps de pleinement vivre leur vie, mais ils doivent quand même partir dans cette espèce de quête forte de signification pour eux. Et il y a vraiment cette façon de s'épauler de leur part qui est, pour ma part, très jolie à voir. Parce qu'il y a cette mentalité qui se retrouve dans l'un comme l'autre de jeunes personnes qui a pas eu l'occasion de faire tout ce qu'elle voulait, mais qui doit partir vraiment vers là où son destin le dicte, qui est assez touchante, assez rattachable de la part de l'un comme de l'autre. Et il se retrouve énormément là-dedans, où l'un essaye de soutenir l'autre. Vraiment, ces moments entre eux où Tidus essaye de l'approcher en étant le plus honnête possible, être vraiment un soutien franc et sincère, c'est quelque chose de vachement touchant. Et on en parle à quelques reprises, là je suis totalement d'accord avec la critique que Michael J en a faite. Le moment du rire forcé de Tidus, je trouve que c'est une très bonne scène pour montrer ce lien qui se forme petit à petit entre eux. Parce que voilà, le rire forcé, il est voulu comme étant forcé, hein. Si on fait gaffe. Et voilà, il y a énormément de moments comme ça. Énormément de moments entre ceux-là qui sont très jolis, où Tidus est prêt à faire l'impossible pour elle, parce qu'il sent qu'il y a cette connexion qui se crée entre eux. Et lorsqu'il découvre la vérité sur ce que signifie la fin du voyage, il est dévasté par ce qu'il doit faire. Et même malgré tout, il est prêt à aller jusqu'au bout pour ça. C'est vachement joli, et leur relation qui se noue, et ça vous prend au cœur. Et le fait qu'on ait fait une suite FF10-2 pour donner quelque chose de plus joyeux, de plus agréable à ce couple en termes de fin, moi je trouve que ça vaut largement, rien que ça, largement la peine de jouer à FF10-2. Et puis bon, FF10-2 est pas si mauvais que ça, hein. Sérieusement, il est sympa ce jeu, je trouve. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est un jeu qui mérite d'être fait, vraiment d'être suivi. Et la relation de couple entre ces deux-là fait vraiment partie du haut du panier. Numéro 2, Willow Tara dans Buffy contre les vampires. Voilà la première série que j'ai vue quand j'étais jeune, qui m'a fait vraiment reconsidérer ce que c'était que les couples gays, et que c'était pas juste une blague dans les médias fictifs. Parce que voilà, on a su vraiment, et je dis bien parfaitement, retranscrire cette relation sans la rendre un tant soit peu aguicheuse déjà, parce que voilà, c'est entre deux filles, donc très souvent on aime rendre ça aguicheur, mais non, ça ne l'a jamais été. On sait être un peu classieux par rapport à ça, et représenter cette relation de façon très respectueuse, et surtout en étapes. C'est-à-dire que voilà, Willow se découvre un petit peu cette passion pour la sorcellerie, quoi, et c'est quelque chose qui se fait vraiment en étapes, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'elle apprend petit à petit, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette série. Et lorsqu'elle commence un petit peu à s'intéresser plus en détail à ça, elle rencontrera donc cette fille, Tara, qui a un petit peu la personnalité qu'elle avait à ses tout débuts, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très peu sûre d'elle, un peu renfermée, elle parle pas aux autres, elle est très similaire à la Willow qu'on a connue à ses tout débuts, et qui a su en grande partie gagner en confiance en ayant une relation amoureuse avec un mec. Ah oui, non, mais j'aime bien Oz quand même, malgré tout, hein, même si je préfère le couple avec Tara, mais voilà quoi. Elle a eu cette relation-là, ça n'a pas su marcher, et donc bien entendu, comme je l'ai dit, c'est le problème avec pas mal de séries, des fois, il y a des couples qui cassent, il faut qu'on en casse d'autres, mais là ça passe très bien parce que c'était vraiment une évolution bien fichue, et je le dis, vraiment la façon dont ce couple est exploité et développé au fur et à mesure est vraiment bien foutu, bien rendu. Ces moments où elles commencent à traîner ensemble, où cette espèce d'attirance se met en place petit à petit, et on finira par le voir à la fin de la saison 4, que ce que ça vaut, c'était très bien fichu, quoi. Ça prenait le temps, et c'est devenu de plus en plus le couple sur lequel compter, où donc Willow gagnera davantage en assurance, et il aura vraiment quelque chose qui l'alliera plus à ce monde, en gros, hein, si j'ose dire, et Tara vraiment qui petit à petit se montrera vraiment une alliée sincère, se rapprochera petit à petit des autres par rapport à sa relation avec Willow, qui se montrera vraiment une des personnes les plus sages et bienveillantes que la série ait jamais vues, avec toutes ses qualités et
Et son assurance amènera aussi à ces petits moments entre ces deux-là où il y aura de l'eau dans le gaz. Parce que voilà, l'assurance qu'elle gagnera lui fera aussi gagner une espèce d'intransigeance par rapport à ce qu'il est bien de faire ou pas. Et ça amènera une phase de rupture entre ces deux-là, parfaitement bien sentie, bien réfléchie au bout du compte, quoi, qui prendra le temps. Et c'est ça le truc qui, je pense, marche le plus dans ce couple, quoi. On fait évoluer, il y a des tonnes de rebondissements par rapport à ce couple, nos personnages évoluent via cette relation, et chaque chose, chaque élément qui fait changer ce couple est amené, prend le temps de se faire. Ce qui fait que à aucun moment on a l'impression que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. À aucun moment on a l'impression que c'est un tant soit peu forcé. C'est montré de façon claire ces évolutions, ces moments où nos deux héroïnes finiront par se rapprocher après cette phase de rupture qui prendra le temps aussi. Tout ça, c'est très fort. Ce que représente Tara pour Willow est tellement bien montré dans la saison 6. Vraiment, leur relation dans la saison 6 est pour moi le passage le plus fort, surtout par rapport à la fin, ce qui finit par tomber. Hein, je ne vais pas le dire pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment efficace pour appuyer ne serait-ce qu'un couple très joli à regarder, mais surtout l'évolution de deux personnages qui gagnent en confiance, qui sont vraiment affectés par la présence ou l'absence de telle personne. J'ai pas vu beaucoup de couples faire quelque chose d'aussi puissant, d'aussi bien rendu, bien mené durant autant de saisons, quoi, durant autant d'épisodes. Mais là, ils le font très bien durant 3 saisons, voilà, 3 saisons, à saison 4, 5, 6. Ils le font nickel. Et voilà, c'est le couple le mieux rendu de toute la série pour moi, qui est vraiment touchant. Et les hauts sont vraiment saisissants émotionnellement. Et les basses le sont d'autant plus, parce que vraiment, on atteint des bas dans cette relation qui sont vraiment arrache-cœur, mais qui sont amenés de façon parfaite. Voilà, et ça vous prend au cœur à plusieurs moments, et cette relation est excellente. Numéro 1, Roméo et Juliette. Alors, je sens que je risque d'en recevoir certains, pas mal, avec cette réponse-là. Hein, parce que pour moi c'est un couple ultra classique, Roméo et Juliette, qu'on a décliné des tas et des tas de fois de différentes façons, certaines qui étaient satisfaisantes, d'autres qui étaient un petit peu insultantes, mais ouais, je parle vraiment du concept de Roméo et Juliette, et en tant que concept, je trouve ça vraiment excellent. Et quand on sait l'époque à laquelle ça a été écrit, ça, je dis chapeau bas Shakespeare, hein. Un grand dramaturge, à n'en pas douter. C'est vraiment difficile d'expliquer ce qui fait que cette relation est si prenante à suivre pour moi. Mais le concept, je le trouve juste magistralement fait du début à la fin. Parce que c'est une relation naissante de deux gens qui se connaissent à peine, qui ont une espèce de coup de foudre entre eux, et qui n'ont pas l'occasion de vraiment développer cette relation, qui sont vraiment pris dans cette espèce de contexte de guerre entre clans, entre familles, qui les empêche de vraiment développer cette relation comme ils le voudraient, et donc toutes les tragédies qui viennent lorsqu'ils essayent vraiment de se rapprocher, lorsqu'ils essayent de faire quelque chose, ça ne fait qu'accentuer le côté dramatique, ultra dramatique du couple qui n'arrive pas à se former. Et durant toute la durée de l'histoire, on est vraiment pris émotionnellement, tiraillé émotionnellement par ces sales coups durs qui viennent, alors que on souhaite qu'une chose, que ce couple essaye vraiment d'évoluer sans ce qu'il y a à côté. Mais voilà quoi, deux personnes, ça peut pas juste être deux personnes, il faut qu'il y ait le contexte autour. Et le contexte autour, bah, il peut être vraiment pas du tout favorable à ça, à un tel point que ça devient une tragédie. Une tragédie d'arriver à ça, à un tel point que, porté par ses émotions, on peut arriver à faire des erreurs, des choix fatals, on peut dire fataux, on va dire fatal, j'ai jamais employé cet adjectif au pluriel, des choix fatals qui amène à cette sensation de frustration, mais de bonne frustration, de frustration qui nous tire le cœur et qui nous font dire si seulement ça avait été différent. Et
je trouve que ce couple le rend très bien, quoi. Il y a pas mal de déclinaisons de cette chose-là, quoi. J'en ai déjà parlé, ne serait-ce qu'avec le couple Ganta-Shiro, par exemple. Il y a quelque chose de très similaire dans le concept de base par rapport à ça. Mais voilà, c'est cette œuvre qui a lancé la chose dans un contexte, je trouve, parfaitement rendu. Parce que oui, c'est vrai, ça existe. Des groupes de gens qui peuvent vraiment pas se saquer entre eux. Et malheureusement, ça veut dire que deux personnes au sein de ce groupe de gens peuvent pas se mettre ensemble malgré toute la bonne volonté qu'il y a. Hein, malgré ce que certains films essayent de dire, ne serait-ce que Klaus par exemple, qui traite ça en blague à un moment donné. C'est plus compliqué que ça dans la réalité. Et ouais, ça rend la chose, je trouve, vraiment prenante. C'est à ma connaissance, la première œuvre à avoir dépeint ça de façon vraiment poussée. Hein. Alors peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me reprendre. S'il y a d'autres récits à la Roméo et Juliette qui ont été faits avant ça, n'hésitez pas à me dire. Hein, je suis loin d'être ultra cultivé. Mais voilà, en plus d'être une des premières œuvres vraiment connues par le peuple qui raconte ce genre de drame romantique, de tragédie romantique, c'est, je trouve, l'une de celles qui le fait avec le plus de justesse et de force dans son récit. Ayant lu la pièce, il y a un petit moment, je vous cache pas, ayant vu des adaptations un peu fidèles de cette pièce, je vous cache pas que oui, ça me prend toujours au cœur de voir cette relation assez pure au départ, qui essaye d'être pure au départ, qui n'a pas l'occasion de vraiment fleurir à cause de la situation. Et voilà, la tragédie est parfaitement rendue et ça vous prend au cœur, ça. Et voilà qui conclut mon top des meilleurs couples, si on prend pas en compte Disney une fois de plus, parce que je vous le dis, si j'avais compté les couples Disney animés, ben il y aurait clairement eu Flynn et Réponse, il y aurait clairement eu Wally et Ed, il y aurait clairement eu La Belle et la Bête, il y aurait clairement eu Tarzan et Jane là-dedans. Hein. Au moins ces quatre-là qui auraient fait partie du top 15, c'est évident. Voilà, je tenais à le dire, ça joue quand même un rôle là. En tout cas, merci d'avoir suivi, je souhaite une bonne Saint-Valentin à qui fête Saint-Valentin, tant mieux pour vous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.